Au chômage depuis plusieurs temps maintenant, Georges était actuellement en train de chercher des annonces, un coup sur le journal et l'autre sur Internet, afin d'essayer de trouver des petits boulots, voire même des missions d'intérim. N'importe quoi, du moment que cela rapporte. Il avait passé plus de 10 ans dans la même boîte, entassé des cartons les uns sur les autres, pour les envoyer au recyclage, le même geste routinier qu'il a inlassablement répété. Je sais parfaitement trier les journaux et j'arrive à les compresser sur eux-mêmes en faisant un tas parfait. Je pense qu'on est d'accord pour dire que n'importe quel employeur s'en fout littéralement. Mais son angoisse fut vite terminée quand en se promenant dans les rues de sa ville, il tomba sur une petite annonce qui était épinglée au milieu de toutes les annonces de la mairie. Il était écrit: nous recherchons un homme d'âge moyen afin de réaliser différentes tâches dans l'entretien d'un cirque. Débutant à accepter, nous rejoindre à l'adresse ci-dessous. Georges prit l'annonce en photo, mais pour une raison qu'il ne saurait pas expliquer, il l'arracha aussitôt. Peut-être avait-il peur de la concurrence, mais dans tous les cas, ce job serait pour lui. Il n'y avait pas de numéro de téléphone, ni même d'adresse email, juste une simple adresse, et qui, d'après Google Maps, menait au milieu de nulle part. Il passa plusieurs longues heures chez lui à réfléchir. Cela valait-il vraiment le coup d'y aller? Est-ce que cela n'était-il pas tout simplement une mauvaise blague? Mais après tout, il n'avait plus rien à perdre. Alors il se rendit sur place en début de soirée, comme il était écrit dans l'annonce. Il se dit qu'après tout, cela devait être normal. Le directeur du cirque voulait sûrement faire sa rencontre entre deux présentations. Cet endroit ne se trouvait pas très loin de chez lui. Il prit donc l'initiative de s'y rendre à pied, ce qui lui laissa le temps de se préparer psychologiquement et de faire un beau discours afin d'essayer de se vendre, comme toute personne qui passe un entretien d'embauche. En arrivant sur place, il découvrait un cirque qui avait l'air d'être refait depuis peu. On pouvait voir plusieurs déchirures qui avaient été recousues à la hâte, et encore d'autres ici et là qui n'avaient pas été réparées. Le lieu était entouré par des caravanes, très certainement celles des artistes. Quelques-unes étaient dans un piteux état, mais d'autres encore étaient flambant neuves. Cependant, elles avaient tout de même un aspect extrêmement ancien, comme si elles avaient été construites avec des matériaux neufs, mais en s'inspirant de modèles très rétro. Georges se dit rapidement qu'il adorait de toute façon le style rétro, et que ce cirque allait certainement lui rappeler ceux de son enfance. Il entra donc dans le chapiteau un petit peu nerveux. Il voyait quelques personnes ici et là, qui visiblement ne portaient pas du tout attention à sa présence, et qui ne cessaient de répéter des numéros. Il voyait un homme très musclé soulever différents poids, ou alors deux autres hommes, accrochés sur un filet qui répétaient eux aussi un numéro de funambule, mais sans aucun filet de protection. Certainement les meilleurs de leur domaine, se dit-il. Il avança vers les trois hommes pour se présenter, puis leur demander où ils pouvaient bien passer l'entretien d'embauche. Mais quand il s'adressa à eux, ils ne firent toujours pas attention à lui. Ils étaient comme hypnotisés dans leur tâche. Et c'est là que Georges entendit un sifflement derrière lui. Il se retourna et vit un clown qui dépassait la tête de derrière les rideaux et qui lui fit signe de venir avec lui. Cela était un peu spécial à ses yeux, mais après tout, peut-être qu'il était encore dans sa répétition quand il arriva et qu'il ne voulait pas qu'il dérange les autres artistes qui étaient en pleine répétition. Des répétitions qui étaient tout de même très impressionnantes à regarder. Georges entra dans l'arrière des coulisses et il ne vit qu'une petite salle avec deux chaises et un bureau, certainement celui du directeur qui n'allait pas tarder à faire son entrée. Le clown fit signe à Georges de s'asseoir sur l'une des chaises, ce qu'il s'empressa de faire immédiatement. Il était encore très nerveux et il n'arrivait visiblement pas à se détendre. Il demanda au clown si le directeur arriva bientôt, et celui-ci lui fit comprendre avec des gestes de la main que le directeur c'était lui, et qu'il était prêt à le recevoir. Le stress et la tension de Georges montèrent d'un cran, et il commença à faire sa présentation. Il fit un très long discours, rempli de reprises et de bafouillages, pendant qu'il transpirait à grosses gouttes, à la vue de cet homme qui lui semblait très impressionnant, même s'il portait un costume très ridicule. Au bout de plusieurs minutes qui paraissèrent interminables aux yeux du clown,
il lui fit signe de se taire, car il en avait vraiment bien besoin. Puis il lui prit la main et commença à plier et déplier son bras plusieurs fois. Georges lui demanda nerveusement ce qu'il était en train de faire, mais le clown ne lui répondit pas. Il continuait à vérifier les articulations de Georges, puis il passa à l'autre main. Georges se leva de sa chaise et commença à faire quelques pas en arrière, car il trouvait que la situation devenait un peu gênante à son goût. Déjà qu'il n'était pas très à l'aise, mais si en plus quelqu'un s'amusait à le toucher de partout, il n'aurait rien fallu de plus pour qu'il s'évanouisse sur place. Mais le clown avança dans sa direction, tout doucement. Puis une fois arrivé face à lui, il lui posa ses mains sur ses épaules et le renversa en arrière de toutes ses forces. Georges perdit l'équilibre et tomba sur le dos. Pendant ce temps, le clown lui attrapa une jambe et fit la même chose qu'avec ses bras. Il la plia et la déplia plusieurs fois de suite. Puis le regard du clown devena très mécontent, comme si quelque chose n'allait pas avec Georges. Il lui fit donc signe de rester sur place et de ne pas bouger, car il allait revenir dans quelques instants. Georges était maintenant complètement paralysé de peur, suite à cette agression qu'il avait reçue de la part du directeur du cirque, et il ne profita pas de ce petit instant pour essayer de s'enfuir, ce qu'il aurait dû faire malheureusement, car le clown revint quelques instants plus tard avec l'homme fort du cirque. Les deux hommes s'approchèrent de Georges, et juste avant qu'il ne se jette sur lui, le clown donna un prospectus à Georges, avec écrit dessus « Le contorsionniste du cirque, l'homme le plus souple du monde ». Le clown se jeta sur Georges et le plaqua au sol, l'empêchant ainsi de faire le moindre mouvement. De son côté, l'homme fort lui attrapa le bras droit et commença à tirer dessus de toutes ses forces. En seulement quelques instants, les articulations de Georges lâchèrent, dans un violent bruit de craquement d'os. Georges hurla de douleur, une douleur qu'il n'avait jamais connue aussi forte de toute sa vie. Puis l'homme fort passa à l'autre bras et fit exactement la même chose. Il passa sur les jambes et leur réserva le même traitement. Complètement démembré, l'homme fort attrapa Georges par la taille et commença à le plier en deux très lentement. S'imaginant déjà mort, Georges hurla de toutes ses forces, en espérant que quelqu'un puisse l'entendre, ou peut-être même les deux funambules qui se trouvaient dans la salle juste à côté pouvaient peut-être réagir et arrêter ce massacre. Mais malheureusement, personne n'entra pour l'aider. Mais l'homme fort ne lui brisa pas les vertèbres. Par rapport à ce qu'il pouvait croire, il n'avait fait que l'assouplir, en les tirant de toutes ses forces. Puis il le reposa doucement sur le sol, afin qu'il découvre de par lui-même ses nouvelles capacités. Pour une raison qu'il ne comprenait absolument pas, Georges ne ressentait plus aucune douleur, même si pratiquement tous les os de son corps étaient brisés. Voir son bras se tortiller dans tous les sens, défiant ainsi toutes les logiques de la physique humaine. Il passa plusieurs minutes à se tortiller comme un ver, et s'imaginait déjà sur scène, devant un public qui serait partagé entre l'admiration et le dégoût de voir quelqu'un faire de telles acrobaties. L'homme fort retourna rapidement à son numéro, afin de s'entraîner encore plus et de pouvoir impressionner les foules. Mais le clown restait là à sautiller sur place et à applaudir les prouesses de Georges, qui était maintenant parfait pour le rôle. La petite équipe du clown est presque terminée. Il va lui falloir encore un artiste, et la première représentation du cirque pourra enfin avoir lieu. Un groupe de jeunes avançait dans les rues de leur ville, avec une démarche très peu sûre d'elle, certainement due à la grosse quantité d'alcool qu'ils venaient juste de boire, car on ne peut pas aller dans une fête sans en profiter, bien sûr. Enfin du moins, ils en étaient persuadés. C'est en marchant aléatoirement dans les rues de leur ville qu'ils ont commencé par essayer de zoner un peu, puis, de fil en aiguille, ils sont arrivés sur un chemin de terre qui les a conduits dans un champ. Mais dans leur état, ils n'y portaient même pas attention. Ils ne faisaient que rire, en se racontant des blagues salaces et en se rappelant entre eux leurs plans cul qu'ils avaient eus quelque temps plus tôt. À force d'avancer comme cela aléatoirement, ils tombèrent sur ce qu'il semblait être un cirque abandonné. Enfin du moins, au premier abord bien sûr. Mais dans l'état qu'ils étaient, même le manoir le plus luxueux du monde
aurait passé pour la pire des bicoques du monde. Pourtant, le lieu n'était pas du tout abandonné. Le chapiteau était magnifique. Certes, il y avait encore quelques imperfections ici et là, mais il donnait l'impression d'être sorti d'un dressing géant qui lui avait fait un très beau coup de ménage. L'extérieur aussi était flamboyant. Plusieurs caravanes dans un style rétro se trouvaient à l'arrière du chapiteau, et quelques artistes faisaient des allers-retours, sûrement pour se préparer à une nouvelle séance d'entraînement. Cette petite bande de 5 abrutis décidèrent d'entrer dans le chapiteau en pensant qu'ils allaient pouvoir flirter avec une petite danseuse, ou alors tenter de chahuter avec un clown, qui de toute façon n'avait pas le droit de frapper le public. Une cible facile pour des jeunes qui étaient en recherche d'action. Leur soirée n'était pas finie, et ils avaient bien l'intention d'en profiter encore. Une fois entrés à l'intérieur, ils y découvraient un décor digne des plus grands cirques du moment. Il y avait encore quelques imperfections ici et là, mais il faut dire que ce style rétro, mélangé avec quelques technologies modernes, donnait un spectacle des plus magnifiques. Mais malheureusement, la petite bande ne pouvait toujours pas en profiter. Complètement saouls, ils avançaient aléatoirement dans le cirque, et en remarquant qu'il n'y avait aucun artiste dans la salle, deux d'entre eux commencèrent à jeter les sièges, afin d'essayer de trouver un sac à main, un portefeuille, n'importe quoi qui aurait pu être oublié par le public. C'est là qu'ils entendirent des cris de désapprobation, enfin des cris, plutôt comme une onomatopée, de quelqu'un qui essayerait de montrer sa colère, mais d'une version un peu enfantine. Quand ils regardèrent dans la direction de ce bruit, ils y trouvaient un clown qui était là à les foudroyer du regard, avec un visage de colère et de mépris. Ils étaient en train d'abîmer son beau cirque, celui qu'il avait pris tant de mal à remettre à neuf. Et pourquoi? Ils avaient beaucoup trop profité de leur soirée. De l'hypocrisie, rien de plus. C'est ce que le clown ressentait à ce moment. Mais il se rappela aussi qu'il avait besoin d'un dernier artiste, et d'un seul. Cette petite bande était constituée de 5 jeunes, alors les 4 autres allaient devoir trouver quelque chose d'utile à faire. Il sortit de sa poche un énorme maillet en bois, comme s'il venait de pratiquer un tour de magie, et il se jeta sur l'un des jeunes, en le frappant de toutes ses forces. Comme dans un sketch de clown classique, le jeune tomba sur le sol, mais il n'était pas mort pour autant. Il avait simplement une grosse bosse sur la tête. Et il aurait certainement une très grosse migraine quand il se réveillerait le lendemain. Et cela fut le cas. Il se réveilla dans le même chapiteau, les yeux encore dans le brouillard. Il émergea très lentement de son sommeil improvisé, mais qui pour le coup avait été tout de même très long. Le jeune avait dormi plus de 12 heures, avec tout l'alcool qu'il avait dans le sang. Cela a grandement aidé à son sommeil profond. Quand il immergea enfin, il chercha rapidement ses amis du regard, mais il n'était pas très loin, juste derrière lui. Quand il se retourna, ses amis étaient attachés sur des cibles, le torse à l'air, les bras et les jambes liés, et complètement écartés, comme s'ils s'apprêtaient à se faire écarteler vivants. Le clown entra dans le chapiteau, et il donna au jeune homme une grosse quantité de couteaux, très bien aiguisés, et qui servaient principalement à lancer. Sur le coup, il ne comprenait pas ce qu'il devait faire avec. Mais quand il les regarda un moment, il reconnut rapidement les couteaux de lancer, comme on pouvait voir dans les vieux films, ou encore d'autres dessins animés. Il regarda plusieurs fois ses amis, puis le clown, et ainsi de suite. Hésitant sur ce qu'il devait faire, ce clown l'avait assommé, et traîné ici de force, afin de pratiquer un numéro rétro, qui de nos jours n'avait plus aucune valeur, à cause des nombreux accidents qu'il avait commis. Mais d'un autre côté, il y avait cette bande d'abrutis qu'il n'avait jamais supporté. Pourquoi restait-il avec eux? Cela était uniquement pour les surveiller. Enfin du moins, surveiller précisément l'un d'entre eux, le plus vieux, et le plus con surtout, la grosse brute de la bande, mais qui malheureusement avait jeté son dévolu sur sa sœur. Et comme dit l'expression, il faut rester proche de ses amis, et encore plus proche de ses ennemis. Alors pour être sûr qu'il ne faisait jamais de bêtises, il préférait le surveiller H24. Comme ça, sa sœur était en sécurité. Mais quand son regard se plongea une nouvelle fois dans la paire de couteaux, il vit là une échappatoire. Plus jamais il n'aurait eu à le surveiller. Plus jamais il n'aurait eu à stresser le soir, se réveillant d'un cauchemar en sursaut, après avoir imaginé sa sœur
dans la pire situation qu'il pouvait y avoir, avec le plus gros cassos de la ville. Son cauchemar pouvait prendre fin ici et maintenant. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de prendre un élan de courage et de les lancer sur cet abruti. Il prit une grande inspiration, puis il s'exécuta. Le premier atterrit dans le décor, le deuxième alla se planter dans le mur derrière, et ainsi de suite il manqua plusieurs fois sa cible. Les autres jeunes ne cessaient de hurler. « Que fais-tu ? Qu'est-ce qui te prend maintenant ?» Mais il n'en avait rien à faire. Il continuait à lancer ses couteaux, avec le clown à ses côtés, qui lui en redonnait à l'infini, jusqu'au moment où il arriva enfin à en toucher un. Il ne s'agissait pas de l'abruti qui lui faisait tant peur. Non, c'était l'un de ses larbins préférés, le petit soumis, qui faisait le moindre de ses caprices. Le gosse de riche, qui était prêt à donner toute sa fortune d'argent de poche, uniquement pour dire ne pas être seul. Lui aussi, il ne valait pas mieux. L'amitié ne s'achète pas, et ça, il venait juste de le comprendre, car même étant plat aux as, il ne pouvait strictement rien faire, car il ne pouvait acheter personne ici et maintenant. Le couteau se longea dans son torse, lui perforant un poumon. Il cracha du sang par la bouche, et il mourut d'une très longue agonie, après que ses poumons se soient remplis de sang, et qu'il se soit noyé sur place. Le deuxième à être touché, c'était l'intello de la bande, celui qui s'amusait à faire les devoirs des autres, afin d'être sûr d'être toujours accepté, car pour lui, tricher était toujours la solution la plus facile. Même s'il ne le faisait pas pour lui, toute sa vie sociale n'était basée que sur des tricheries qu'il avait accumulées au fur et à mesure des années. Le pauvre reçut le couteau directement dans l'œil. Il n'eut même pas le temps d'hurler, tant la douleur fut forte qu'il s'en évanouit, pour ne plus jamais se réveiller. Le troisième à être touché, c'était le fils du maire. Il était toujours à profiter du statut de son père, qui était toujours le seul candidat à la mairie, et qui était là depuis presque 20 ans. Il savait bien qu'il était intouchable. Il pouvait conduire complètement bourré, et même à 130 sur une route limitée à 50, qu'aucun gendarme n'osait faire quoi que ce soit. Il les regardait avec mépris et se jouait toujours de la situation. Il était dans la bande depuis peu, car les autres avaient jugé bon de l'avoir avec eux. Comme ça, ils avaient un accès libre partout. Celui-ci se prit 2 couteaux dans le ventre. La blessure aurait pu ne pas être mortelle, mais le clown voulait faire durer le spectacle. Alors il les retira lentement et rejoignit les 2 blessures ensemble, afin de laisser tomber ses organes sur le sol et le laissant lui aussi mourir d'une longue agonie. Mais beaucoup plus gore que la précédente. Mais après tout, nous sommes au cirque. Les spectacles doivent toujours être impressionnants. Et enfin, ce fut le tour de la grosse brute. Pour être sûr de ne pas le manquer, il prit 3 couteaux en même temps et les lança de toutes ses forces. Il s'en prit un dans la gorge, un dans le torse et un dans le ventre. La douleur était telle qu'il voulait hurler, mais la blessure dans la gorge l'empêchait de pouvoir inspirer et d'émettre le moindre son. Il n'a fallu que 2 minutes avant que lui aussi s'évanouisse pour ne jamais se réveiller. Ses camarades morts, le voilà seul avec ce clown qu'il avait initié à l'art du lancer de couteau. Il l'applaudissa en sautillant sur place, tel un enfant qui venait de voir le plus beau des spectacles de sa vie. Il lui donna sa tenue de spectacle et lui fit comprendre qu'à partir de maintenant, c'est comme ça qu'il devait s'habiller et qu'il allait devoir beaucoup s'entraîner. Mais pour ça, il n'y a aucun souci. Le nombre d'enfants qui traînent la nuit ou d'adolescents qui errent complètement bourrés comme eux hier soir est vraiment impressionnant. Et jamais il ne manquera de gens afin de s'entraîner. Et voilà, le clown est heureux, tous ses artistes sont là, toute la troupe est présente, prête à partir en tournée et à devenir le cirque le plus célèbre du monde. Mais avant ça, il faut peaufiner les numéros afin d'être sûr que la première soit des plus inoubliables. Après avoir fait tous ces grands efforts, ça y est, la première représentation est pour ce soir. Tout le monde est en place. Les artistes ont répété durant des semaines. Le chapiteau est flambant neuf. La piste est flamboyante. Tout est parfait pour cette première représentation, digne des plus grands spectacles de tous les temps.
Le maître de scène et clown du cirque trépigne d'impatience et sautille sur place, ne pouvant cacher sa joie aux yeux des autres. Il ne cesse de passer en revue la liste de tous ceux qui vont assister à son spectacle. Voulant rester quand même discret, il n'a pas joué sur une grande publicité, comme les cirques classiques ont l'habitude de faire, avec une voiture qui tourne dans les communes, criant le nom du cirque et les heures de représentation, ou même des affiches, collées ici et là afin que les automobilistes puissent les voir. Non, il a décidé de le faire à la version plus moderne, en passant les annonces sur des réseaux sociaux. Le plus difficile pour lui sera de reconnaître les gens par rapport à leur pseudo. Évidemment, sur Internet, très peu de gens utilisent son vrai prénom, mais il ne peut s'empêcher de sourire en voyant toute cette immense liste. Un ticket pour Maxence, 2 pour le nécromancien, une place au premier rang pour Pyrax, un bon siège moelleux pour le diable de YouTube, et même apparemment, un certain Ludovic aurait acheté un billet pour sa belle-mère, afin de passer une bonne soirée tranquille sans elle. Il se dit alors, décidément, on trouve de tout sur Internet, mais essentiellement de merveilleuses personnes. Car oui, à ses yeux, ils étaient tous déjà en or, car ils allaient bientôt assister à sa première, qui était pour lui un instant complètement magique, qu'il attendait maintenant depuis des années. Il passa rapidement en revue le spectacle, afin d'être sûr que tout le monde sache à quel moment au passé, et que personne ne se bouscule dans leur numéro. Des répétitions de dernière minute, pas forcément nécessaires, mais tout doit être parfait pour cet instant fatidique. Complètement nerveux et rempli par le stress, le clown a oublié un petit détail pour cette représentation, d'engager quelqu'un afin de surveiller la billetterie ou même de gérer la sécurité. Et c'est ce détail qui a couru à sa perte. En seulement quelques instants, 2 explosions se firent entendre en dehors. Les camions qui transportaient le cirque venaient juste d'exploser en éclats, rendant sa fuite complètement impossible. Personne n'eut le temps de comprendre ce qu'il se passait, qu'un groupe d'hommes armés entra dans le chapiteau et courut après tous les artistes afin de les plaquer au sol. Le clown, complètement terrorisé et ne comprenant pas ce qui arrive, commença à fusiller du regard chacun des assaillants, mais visiblement, aucun d'entre eux n'était sous l'emprise de ses charmes, comme il avait fait pour tous ces artistes. Complètement abasourdi par son incapacité à pouvoir contrôler ses hommes, il resta la bouche bée, et se sentant complètement impuissant devant la scène. Et c'est devant ce triste spectacle que je fais mon entrée. J'entre doucement dans le chapiteau, admirant la scène. C'est vrai que le spectacle est beau finalement. Je ne m'attendais pas à ça, mais je dois dire que ce clown sait comment recevoir ses invités. J'avance donc jusqu'à lui, et avec un immense sourire, je lui dis alors: 2094, je présume. Enchanté, Major John Douglas. Vous savez que ça fait un moment que la Fondation vous recherche. Votre sortie a été des plus mémorables, même si je dois dire que vous avez eu un sacré coup de chance, que 035 essaye de faire une tentative d'évasion, alors qu'on vous transférait d'une cellule à l'autre. Ne me fusillez pas du regard comme ça, mon bon ami. Cela était inévitable qu'on finisse par vous retrouver. Vos annonces dans les rues et les disparitions que vous laissiez derrière vous nous ont laissé une jolie petite traînée de miettes de pain que nous n'avions qu'à suivre. Mais je dois bien avouer que votre vanité à vouloir vous mettre en avant sur les réseaux sociaux a été le terminus de votre voyage. Major, tous les membres du cirque se sont rendus sans aucune résistance. Nous les avons tous rassemblés dans les loges. Que doit-on faire d'eux? Eh bien, la Fondation nous a demandé de le récupérer lui. Alors nous allons faire comme si il n'y avait jamais eu personne d'autre sur place. Réunissez-les dans les loges et débarrassez-vous d'eux. À vos ordres, Major. Allez, relevez-vous mon bon ami. Nous avons encore beaucoup de route à faire et j'imagine que vous n'avez pas envie d'insister à la fin du spectacle. Une dernière chose, si vous vous demandez où sont donc vos invités, tous ceux qui devaient assister à votre grande représentation, sachez que pour ne pas éveiller les soupçons, ils ont bien assisté à un spectacle,
mais à un autre cirque qui se trouve à quelques villes d'ici. Ils ont juste reçu un message de notre part, enfin du moins, à votre nom, leur disant que le cirque a été déporté. Aux yeux de tout le monde, vous n'avez pas disparu. Vous n'êtes tout simplement pas celui que tout le monde pensait voir. Allez 2094. Regardez donc votre chapiteau brûlé, celui que vous aviez pris des mois à remettre en état. Regardez à quelle vitesse il peut partir en cendres. Et dites-vous que vous avez quand même beaucoup de chance, car après tout mes supérieurs veulent vous garder en vie. Pour je ne sais quelle raison, et très franchement, je m'en fiche éperdument. Vous rentrez chez vous maintenant. Vous rentrez à la fondation SCP. Il n'y aura plus aucune issue possible. Un jeune homme vivait tranquillement dans un appartement. Tranquillement, cela était le mot exact. Car voyez-vous, son quartier est rempli d'HLM, mais ils ont comme particularité d'être tous vides, à cause d'une grosse crise de logement et de plusieurs d'entre eux qui étaient déclarés insalubres. Il est donc le dernier propriétaire que l'on peut trouver à plusieurs pâtés de maison. Il vit très bien cette solitude, un grand calme et la possibilité pour lui de mettre la musique à fond tous les soirs, ou même de passer l'aspirateur à 3 heures du matin. S'il n'y a personne pour l'entendre, personne ne se plaindra. Mais cependant sa tranquillité fut brisée un soir. Il y a de cela 2 semaines, il était comme d'habitude, tranquille chez lui, et il déambulait comme cela dans son appartement, passant de son canapé à son frigo, afin d'aller se chercher une bière pour la boire devant son match de foot. Il passa rapidement devant sa fenêtre, et pendant un court instant, il eut l'impression de voir une silhouette qui était à la fenêtre d'un immeuble voisin. Il regarda de nouveau, mais il n'y avait rien. Très surpris et confus, il se dit rapidement qu'il avait dû halluciner, car de toute façon, il n'y avait plus personne dans le coin. Il fit comme si que rien n'était, et retourna à son occupation. Le lendemain, le scénario se reproduisit. Cette fois-ci, il s'était levé pour aller soulager sa vessie, et à peu près à la même heure, il passa de nouveau devant sa fenêtre, et il revit rapidement une silhouette, un peu plus longtemps cette fois-ci, mais elle n'était pas dans le même immeuble. 2 fois en 2 jours, c'est quand même assez spécial, se dit-il. Mais enfin bon, il est tard, la fatigue, les grosses journées de travail qu'il faisait en ce moment pour lui aussi quitter cet immeuble pourri, tout cela ne l'aidait pas. Alors il fit une nouvelle fois comme s'il n'avait rien vu, et il retourna à ses activités. Il continua à se mentir lui-même pendant 4 nuits de suite. À chaque fois, la silhouette apparaissait un peu plus longtemps, et elle se déplaçait d'immeuble en immeuble, mais elle restait toujours à portée de vue. Parfois, elle ne faisait que changer de fenêtre, afin d'être sûr que cet homme puisse la voir. Un soir, il décida de placer une caméra devant sa fenêtre, afin de pouvoir filmer l'instant, et essayer de prendre sur le fait ce qu'il pensait être un éventuel squatteur, car si ces immeubles étaient déclarés insalubres, il y avait une bonne raison à cela, et cette personne n'avait rien à faire ici. Mais durant 3 jours de suite, à chaque fois que sa caméra essayait de filmer la silhouette, celle-ci s'arrangea toujours pour ne pas être dans le cadre. Et puis, la mauvaise qualité de celle-ci n'arrangeait pas les choses. Alors il décida de casser sa tirelire et alla en acheter une nouvelle. Une bien meilleure qualité bien sûr, mais sans non plus être en 4K, car de toute façon il s'imaginait mal pouvoir l'utiliser de nouveau plus tard. Peut-être un anniversaire ou une fête quelconque, se dit-il. De toute façon, une caméra au pire, ce n'est jamais perdu. Et il l'installa donc dans son immeuble voisin. Avec un deuxième angle de vue, il aurait certainement plus de chances de pouvoir prendre cette silhouette sur le fait. Le soir venu, il vit de nouveau la silhouette, mais elle s'était encore arrangée pour ne pas être devant la caméra. Du moins, devant les 2 caméras. Complètement agacé de cette situation, il décida d'en acheter une 3e et de la placer dans un immeuble qui avait une vue large sur tout le quartier. Celle-ci était de bien meilleure qualité, qui avait une application qui pouvait directement se connecter sur son smartphone. Il pouvait voir en direct l'angle de vue de la caméra. Ce soir-là, il réussit à filmer la silhouette, et de très près, celle-ci était de taille moyenne, maigre, effrayante, un visage grisâtre, avec très peu de cheveux sur la tête.
Le peu qui lui restait tombait sur un visage dont les yeux étaient absents de leurs orbites et qui laissait apparaître un sourire parfait, mais aussi terrifiant que celui de Freddy Krueger. Effrayé, il fit tomber son smartphone sur le sol et il laissa échapper un petit cri de terreur. Bien sûr, il voulait appeler au secours, il voulait ouvrir la fenêtre et hurler afin que quelqu'un vienne l'aider. Mais qui pouvait l'entendre? Car malheureusement, quand on vit seul chez soi, dans un quartier complètement désert, certes on est tranquille, mais personne ne viendra vous aider. Alors il appela rapidement la police, afin de pouvoir demander la seule aide possible, sans bien sûr leur dire la vérité. Il leur dit simplement qu'il avait vu un squatteur dans un immeuble insalubre, et que celui-ci avait visiblement un air très menaçant, que cela devait être sûrement un cambrioleur, et qu'il avait peur pour sa propre sécurité. La police lui demandèrent d'attendre 15 minutes, le temps qu'ils arrivent. Il devait rester chez lui et se barricader. C'est ce qu'il fit sans attendre. Mais une fois que cela était fait, il ne put s'empêcher de prendre à nouveau son smartphone et de relancer l'application pour voir ce que la caméra voyait de loin et savoir si cette créature avait bougé. Ou alors, avait-elle encore disparu, comme elle le faisait tous les soirs. Quand il l'alluma, la créature n'était plus à sa place. Sur le coup, il fut rassuré, et son énorme montée d'angoisse redescendit rapidement. Mais cela était de courte durée, car quand il regarda à nouveau le décor, il vit de nouveau cette créature. Mais celle-ci n'était pas au même endroit que tout à l'heure. Elle était devant une nouvelle fenêtre. Sa fenêtre. Et quand il leva légèrement les yeux pour faire face au décor devant lui, il comprit alors que la créature était actuellement dans son dos, et qu'il venait juste de s'enfermer avec elle. Je laisse ce message audio pour tous ceux qui ont sûrement la malchance de tomber dessus, juste pour que vous ayez la chance de comprendre ce qu'il vous arrive avant qu'il ne vous tombe dessus. J'aurais envie de dire que c'est ma faute, je suis désolé, mais d'un sens, il a toujours été là, et je n'ai rien provoqué. La seule bêtise que j'aurai, ça sera ma propre mort, et bien sûr celle de tous ceux qui viendront me chercher. Pourtant j'avais bien laissé un mot, ne venez pas, il était sur mon bureau, autant tout vous dire maintenant. Cela faisait plusieurs mois que j'étais à la recherche d'une créature. Je ne croyais absolument pas à son existence, et cela était plus comme le passe-temps de quelqu'un qui s'ennuie vraiment, qu'un réel but dans la vie. Rien que son nom est déjà en soi quelque chose d'un peu stupide. Je veux parler bien sûr du Cartoon Cat. J'ai passé tout mon temps à répertorier, chercher, cartographier tout ce qui pouvait le concerner. Tous les soi-disant lieux où est-ce qu'on aurait vu une apparition de lui. Et bien sûr toutes les infos qu'il y avait à savoir, juste en cas où. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un humanoïde, mi-homme mi-chat, de plus de 2 mètres de haut. Il ressemble beaucoup à Félix le chat, un personnage d'un dessin animé des années 30. Tout comme lui, il est intégralement noir, à quelques petites différences près, et porte une grosse paire de gants blancs, typiques des cartoons de l'époque. Et comme signature de son passage, quand il serait non loin de vous, vous entendrez une musique provenant d'un de ces cartoons. Ces musiques un peu absurdes, mais qui pour les plus vieux d'entre nous rappellent la bonne époque. J'ai donc passé plusieurs temps à chercher d'un endroit à l'autre, passant par tous les lieux où ce que le Cartoon Cat aurait été aperçu. Mais à chaque fois, soit j'arrivais bien trop tard, ou soit il n'existait tout simplement pas. J'ai longtemps pensé que j'étais devenu complètement fou. Pourquoi foutre au voyant chercher quelque chose qui n'existe pas? Quand j'y repense maintenant, j'aurais mieux fait de m'acheter une PS5. Niveau passe-temps, au moins ça aurait été beaucoup moins dangereux. Mais la partie sérieuse a commencé hier soir, quand j'ai trouvé une vidéo très récente de gens qui auraient, bien sûr soi-disant, filmé le Cartoon Cat, qui se cacherait dans une ancienne usine désinfectée. J'aurais pu avoir un doute, quand j'ai vu la grande liste des commentaires, et que personne ne venait pour y répondre. Apparemment, d'après un ami des blogueurs, ils auraient disparu après avoir eu le temps de poster cette vidéo, sans qu'il n'y eût eu le temps de quitter l'usine. À ce moment, je me suis dit, oui, bien sûr, ils ont juste envie de copier le film Le Projet Blair Witch. Ça ne serait pas les premiers, ça ne sera sûrement pas les derniers à le faire. Enfin bon, pourquoi pas? C'était la seule piste que j'avais à ce moment.
J'ai donc pris toutes mes affaires et j'ai roulé pendant plus de 6 heures afin de rejoindre cette usine désinfectée. Cela aurait été ironique d'un sens, si l'usine aurait été une usine de pâté pour chat. Mais non, une simple usine de meubles. Tant pis, si le Cartoon Cat existe, il n'a absolument aucun sens de l'humour. Cela est même bizarre pour un personnage de cartoon. Mais revenons-en au fait. Une fois arrivé sur place, j'ai pris le minimum d'équipement, une simple GoPro et un petit projecteur pour m'aider à avancer dans le bâtiment. J'ai fait le tour un long moment afin de trouver une entrée. À plusieurs reprises, j'aurais juré entendre une musique qui se serait échappée du lieu. Mais j'ai directement pensé aux soi-disant blogueurs qui avaient disparu. Après tout, ils venaient juste de lancer la rumeur du Cartoon Cat, non loin de chez eux. Alors ils essayent peut-être de faire vivre le mythe. Peut-être même que je ne suis pas le premier arrivé sur place. Peut-être que d'autres sont déjà partis en courant, ou se sont fait littéralement dessus à l'idée d'entrer dans le bâtiment et d'entendre la musique juste avant. Je m'étais rapidement mis en tête que j'allais démasquer des imposteurs, plus que je n'allais trouver un chat géant dans ce bâtiment. Mais si j'aurais su, j'aurais détalé moi aussi comme lapin. Après avoir péniblement trouvé l'entrée, enfin du moins, une fenêtre qui a bien voulu s'ouvrir, j'ai commencé à visiter cette immense usine. Je ne sais pas quel genre de meubles il fabriquait ici. Toutes les publicités la concernant ont été effacées. Mais je peux vous assurer qu'il ne s'agissait sûrement pas des petits meubles de jardin pour la grand-mère. J'ai marché comme cela aléatoirement un peu partout, sûrement même pendant une bonne heure. J'étais prêt à faire demi-tour, quand soudainement j'ai entendu de nouveau cette musique. Cette fois-ci, plus de doute. Quelqu'un ou quelque chose voulait me faire peur. En tout cas pour lui, c'était raté. À défaut de trouver cette créature, j'allais pouvoir démasquer un petit groupe d'imposteurs. Et d'un sens, cela est sûrement beaucoup plus gratifiant. J'ai donc suivi cette musique. Elle terminait sur un grand couloir, qui lui-même se finissait sur une immense pièce, qui devait certainement servir d'entrepôt, quand tous les meubles étaient finis d'être construits, et prêts à être envoyés. Mais en arrivant sur place, je n'ai pas trouvé de petite équipe de jeunes, s'amusant de leurs bêtises, et certainement torchés comme des huîtres, après avoir vidé plusieurs bouteilles de bière. Non, ils n'étaient plus en état de le faire. Je les ai trouvés, bien sûr, les blogueurs, qui avaient posté cette vidéo quelque temps plus tôt. Mais dans l'état qu'ils étaient, ils ne pouvaient plus rien faire. Il y avait un tronc ici et là, l'intérieur de leur corps, organes, côtes et d'autres os, étaient éparpillés aussi un peu partout sur les meubles qui attendaient d'être livrés. La salle était maculée de sang, et plusieurs vermines, telles des mouches et autres rats, avaient déjà commencé leur travail. J'ai bien failli vomir devant cette vision d'horreur. Mais j'ai rapidement repris mes esprits, et j'ai décidé de faire demi-tour. Mais avant même que je n'arrive à atteindre le bout du couloir, j'ai entendu comme un énorme grognement derrière moi, et cette musique encore plus forte que d'habitude. Je me suis retourné, même si je savais au fond de moi que je ne devais pas le faire. Mais la curiosité a été plus forte, et c'est là que je l'ai vue. Cette immense créature, plus de 2 mètres de haut, qui me fixait avec ses grands yeux vides. Elle me souriait de son immense bouche, d'où en sortaient d'immenses dents, couvertes de sang et de tripes, qu'elle venait sûrement de saisir sur le sol, afin de se payer une petite entrée, avant d'attaquer le plat de résistance, moi. Soudainement, la musique s'est stoppée, puis il s'est mis à courir dans ma direction. Il a réalisé le sprint le plus rapide que je n'avais vu, et j'ai à peine eu le temps de réagir, avant qu'il ne m'attrape avec ses énormes mains. J'ai passé rapidement la porte du couloir, qui était trop petite pour elle. Cela a réussi à me faire gagner un peu de temps, car il devait se contorsionner afin de passer à travers. Mais j'avais un gros désavantage par rapport à lui. Ici, j'étais chez lui. Il connaissait ce lieu. Je ne pouvais donc pas me cacher. J'ai continué à courir aléatoirement, en priant pour trouver cette foutue sortie. Mais cela ne fut pas le cas. Je ne sais pas combien de temps j'ai pu tourner en rond comme cela. Mais à bout de souffle, j'ai décidé de me cacher dans un placard et d'enregistrer ce petit mémo avant que l'inévitable arrive. Cela fait maintenant une demi-heure que je suis caché ici. Une demi-heure plus le temps qu'il m'a fallu pour enregistrer ce petit mémo. C'est bon, maintenant je suis bien reposé. Je ne sais pas si je vais pouvoir lui échapper. Mais croyez-moi que je n'ai pas l'intention de rester ici et d'attendre qu'il m'attrape. Après tout, je n'ai vraiment pas envie de jouer au chat et à la souris avec lui. Mais je laisse cette petite note derrière moi. Elle sera posée sur l'évier de cette salle, qui devait certainement être le vestiaire des employés. Et je le répète encore une fois, pour tous ceux qui le trouveront, suivez mon conseil. Si vous ne l'avez pas encore vu, ou s'il ne vous a pas encore trouvé, sortez d'ici le plus vite possible. Personne,
Personne ne peut lui échapper. Moi, je vais tenter ma chance. Si vous n'entendez plus parler de moi, je vous dis adieu et bonne chance à vous. On dit que le jour le plus beau de l'année est et restera toujours son anniversaire. Une date qui symbolise tant de choses dans la vie de tous les jours. Quand on est plus jeune, cela représente des paliers que nous gravissons dans l'échelle sociale afin de nous accorder plus de droits, comme jouer à des jeux vidéo soi-disant interdits aux mineurs, aller voir des films au cinéma, passer son permis de conduire, et j'en passe bien sûr. Des années plus tard, les gens craignent cette date, car malheureusement, après avoir passé tous les piliers de la vie, cela ne nous rapproche plus que d'une seule chose, notre fin inévitable. Mais seulement, il existe une autre alternative. Si je vous disais qu'il existe un rituel qui permettrait d'interagir avec cette date, transformant ainsi son anniversaire en quelque chose de magique, avec une très belle vie, ou au contraire, une affreuse vie, mais beaucoup plus lente. Comment me direz-vous? Pour les curieux, laissez-moi vous raconter. Ce rituel est tout simple. Il est même quasiment impossible de le perdre. Car voyez-vous, il n'y a aucun mauvais choix, seulement celui que vous aurez fait au préalable. La fin ne dépendra uniquement que de votre choix personnel, et vous en resterez alors le total maître de votre destin. Pour le commencer, vous devrez être précisément chez vous, ou alors dans un espace fermé, où vous vous retrouverez totalement dans le noir. Il faudra le pratiquer 24 heures avant votre anniversaire. Mais quand je dis 24 heures, cela ne consiste pas à le faire la journée avant, mais il doit commencer précisément à la minute même où vous êtes venu au monde des années plus tôt. Cette première étape sera pour beaucoup la plus difficile malheureusement, car bien sûr vous imaginez, quelqu'un qui est né en pleine nuit aura plus de facilité à se plonger dans le noir qu'une autre personne qui est née à 14 heures de l'après-midi. Une fois tout cela fini, vous devrez rester seul tout du long. La pièce de la maison que vous avez choisie doit être intégralement vide. Vous aurez besoin alors d'un gâteau, d'un sac de sel, d'un objet en offrande et de bougies. Comme pour la tradition, les bougies symbolisent votre âge et elles seront aussi votre seule source de lumière tout au long du rituel. Alors je vous déconseille formellement d'utiliser de banales bougies d'anniversaire, car il y a de fortes chances que cela ne suffit pas dans la durée. Croyez-moi, vous ne voudriez pas vous retrouver dans le noir à ce moment-là. Mais le temps passe, préparez-vous, votre minute arrive. Installez-vous au milieu de la pièce, posez le gâteau, disposez les bougies dessus et faites un cercle autour de vous avec le sel. Allumez les bougies une par une, puis, dès que vous serez dans la minute près de votre naissance, prononcez cette phrase à voix haute. Toi, esprit qui est là, à ce jour qui est le mien, reçois à la place un cadeau qui aurait dû m'être dû. Attendez comme cela pendant quelques minutes. Normalement, ce rituel réussit à tous les coups. Si au bout d'une demi-heure vous n'avez entendu aucun bruit ou aucune autre manifestation, désolé pour vous, vous n'aurez plus qu'à recommencer l'année prochaine. Mais si vous entendez ne serait-ce qu'un petit rire ou un simple déplacement dans la pièce, l'esprit est là. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvais choix. C'est à vous maintenant de choisir. Comment voulez-vous qu'il se termine? Jetez un objet de valeur à l'esprit et votre anniversaire sera des plus merveilleux le lendemain. Et pendant toute une année, vous aurez énormément de chance. Amour, richesse, réussite professionnelle, et j'en passe. Mais attention quand même, vous pourrez recommencer ce rituel autant de fois que vous voulez.
Mais chaque année merveilleuse que vous passerez sur cette terre vous en privera d'une future, réduisant ainsi votre espérance de vie. La deuxième solution consiste à jeter un objet qui n'a pratiquement aucune valeur. À ce moment, votre anniversaire sera des plus pourris, certainement le pire jour de votre vie. Cela ira peut-être même jusqu'à un décès dans la famille, et l'année qui suivra ne sera pas plus heureuse. Divorce, perte de travail, accident en tout genre. Mais à l'inverse, chaque année de malheur que vous passerez, on rajoutera une de plus que vous passerez sur terre. Cependant, faites quand même attention avec l'offrande des objets, car voyez-vous, l'esprit n'est pas un commerçant. Si vous lui jetez un objet en or, tel des boucles d'oreilles ou un bracelet, cela fonctionnera, et l'esprit comprendra que cet objet est de valeur. Mais jetez-lui une ancienne console rétro, qui sur Internet coûterait une fortune. L'esprit n'a absolument aucune idée de ce que c'est, et il n'aura rien à faire de cela. À ses yeux, cette valeur matérielle ne sera considérée que comme une mauvaise offrande. Une fois que vous avez lancé l'objet, et que celui-ci a mystérieusement disparu quelques minutes plus tard, c'est bon. Vous pouvez éteindre les bougies, sortir du cercle de sel protecteur, et retourner à votre vie de tous les jours. Votre fête d'anniversaire sera telle que vous l'aurez choisie, soit excellente, soit horrible. Tout dépendra de votre choix. Et maintenant, je vous pose la question. Une longue vie dans la tristesse et la souffrance, ou alors une courte vie dans la joie et le bonheur? Avez-vous déjà connu cette sensation d'avoir manqué quelque chose, mais particulièrement une bonne place afin d'être tranquille pendant vos vacances? Je pense que vous savez déjà de quel genre de place je veux parler. Celle du bord de mer, où nous sommes tranquilles, sur une serviette, avec un parasol, et notre occupation favorite, comme un bon livre, ou même un smartphone. Mais avant d'avoir la chance de s'installer, il faut d'abord trouver cette place parfaite. Elle ne doit pas être près des poubelles, pas dans un coin trop chaud, à l'abri du vent, et avoir une très belle vue dégagée, afin d'éventuellement surveiller les enfants. Et surtout, qu'il n'y ait pas de voisins emmerdeurs, qui seraient trop bruyants, ou beaucoup trop envahissants. Vous êtes en vacances après tout, comme si vous étiez là afin de vous faire de nouveaux amis. Mais à force de trop en vouloir, parfois on finit par obtenir quelque chose qui n'était vraiment pas prévu et qui sera certainement la pire chose qu'on n'aura jamais fait. Un vieil homme en aura fait l'expérience sur une plage déserte. Lui aussi il cherchait le coin parfait, alors que pourtant ce n'est pas la place qu'il manquait. Cette plage était très méconnue, quasiment perdue, entre plusieurs falaises. Pas d'enfants qui couraient partout, pas de voisins envahissants, et encore moins de vendeurs de plage. Mais pourtant cet homme, très exigeant dans ses choix, c'est en marchant alors pendant plusieurs longues minutes qu'il vit au loin un parasol, planté là, avec dessous une serviette. Pensant que son coin secret avait été démasqué, il s'approcha alors des objets afin de pouvoir voir si quelqu'un s'y trouvait. Mais il n'y avait personne. Simplement cette serviette et ce parasol, plantés là, en plein milieu de nulle part. Il resta près d'eux et attendit leur propriétaire, afin de lui demander comment avait-il fait pour connaître cet endroit. Mais après plusieurs longues minutes, personne ne se montra. Mais plus le temps passait, et plus il regardait cette fameuse serviette. Il ne savait pas si cela était le rouge étincelant, la texture si douce, ou alors sa taille quasiment parfaite, qui était dans la totalité de l'ombre du parasol. Mais l'envie de s'y installer était immense et grandissait à vue d'œil. Le lieu était même parfait, pas de vent, aucun bruit de la nature, simplement celui des vagues, qui à ses oreilles n'était qu'une simple berceuse. Il se laissa alors tenter, et commença d'abord par s'asseoir, chose qu'il pouvait encore facilement justifier, auprès du propriétaire qui aurait pu arriver à tout moment, car après tout son âge avancé ne le permet pas de rester debout des grandes heures, et encore moins en plein milieu de nulle part, là où il n'y a pas de secours. Mais petit à petit, il finit par s'allonger totalement sur cette serviette,
et il profita de ses petites vacances dans son coin top secret. Le lieu avait beau être parfait, il sentait tout de même une petite gêne sous la serviette, comme si la serviette était posée sur quelque chose qui était là bien avant son arrivée. Sûrement une capsule de bouteille, ou peut-être même une petite pièce. Dans un premier temps, il essaya de l'ignorer, mais cet objet lui faisait de plus en plus mal au niveau de l'omoplate. Alors il décida de se lever pour retirer lentement la serviette et essayer d'enlever ce qui le gênait. Mais il eut à peine le temps de la retirer qu'il resta figé net sur place, voyant la chose la plus horrifique qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Il resta bouche bée devant ce spectacle, complètement paralysé de peur, les yeux et la bouche grandement ouvertes. Impossible de hurler, impossible de s'enfuir. La seule chose à peu près logique, sortant de cet innommable spectacle, fut un bras extrêmement maigre, se dirigeant lentement vers son visage, et l'attrapa par la mâchoire, qui restait encore grandement ouverte. Puis le bras squelettique entraîna l'homme avec lui, afin de le ramener dans cet antre de l'enfer. En quelques instants, l'homme avait complètement disparu, puis le bras sortit de nouveau, afin de redéposer la serviette lentement au même endroit qu'elle était. Qu'a vu cet homme exactement? Mieux vaut ne pas le savoir. Mais si un jour vous tombez sur cette fameuse serviette qui sera posée là, sur une magnifique plage, en plein milieu de nulle part, prendrez-vous le risque de vous y allonger? Je suis ce que vous appellerez un assassin. Mais attention, un assassin professionnel. J'ai des règles, des façons de faire, et bien sûr, des gens que je ne cible jamais. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de mon métier, car après tout, si vous en savez un peu trop, je vais sûrement devoir me débarrasser de vous. Mais laissez-moi vous conter plutôt mon dernier contrat, car celui-ci avait, je l'avoue, une petite pointe d'originalité que je ne suis pas peu fier de moi. D'habitude, je ne rencontre jamais mes clients. Raison professionnelle, vous l'imaginez bien. Mais celui-ci a pas mal assisté au téléphone, et je n'ai pas eu le choix. Je lui ai donc donné rendez-vous à un petit bar, afin de discuter plus sérieusement de notre affaire. Il était vice-président dans une grande entreprise d'informatique. Et vous imaginez bien sûr quel était son but dans la vie. Prendre la place de son chef et devenir multimilliardaire de cette grande nationale. Pour ce faire, il fallait que celui-ci disparaisse. Et c'est là que mes talents entraient en jeu. Il était prêt à me payer une très jolie somme pour cela. Bien sûr, je ne suis pas un escroc, et je ne reçois mon argent qu'une fois le travail terminé. Mais je prends tout de même mes précautions, et je préviens toujours mes clients que si l'argent n'est pas versé sur mon compte assez rapidement, c'est lui qui deviendra la cible suivante. En général, cet argument suffit à les inciter à bien respecter leurs conditions. La grande majorité du temps, il ne s'agit que de petits cadres, de maris cocus ou autres personnes en colère qui n'auront jamais les couilles de passer eux-mêmes à l'action. Alors forcément, se prendre un assassin professionnel dans la figure. J'en ai même déjà vu un se pisser dessus. Oui, sérieusement. Je l'ai menacé de me payer. Je le tenais en joue avec mon fusil de sniper à ce moment. Pour lui prouver que j'étais bien là, j'ai tiré sur un gobelet qu'il avait posé sur la table juste à côté de lui. Le pauvre bougre était dans son salon. Je lui ai par la même occasion explosé une fenêtre. Et cela l'a largement convaincu. Vous auriez dû entendre les supplications et cette énorme mare d'urine qui s'était répandue sur ses pieds. Mais assez parlé de cette ancienne affaire. Retournons à nos moutons. Enfin du moins, à nos assassinats. Je ne préviens jamais mes clients comment je vais procéder. Après tout, laissez donc à l'artiste les choix de sa future peinture. J'ai suivi la cible pendant plus d'une semaine, afin d'étudier ses mouvements et savoir à quel moment je pouvais frapper dans la plus grande discrétion, ou alors dans la plus grande originalité. Je suis souvent recherché par la police, mais ils ne me trouveront jamais, ces imbéciles. Je m'arrange toujours pour faire porter le chapeau sur quelqu'un d'autre, et très rapidement, l'affaire est classée, et moi je m'en tire avec un très gros chèque. La meilleure façon pour moi de l'approcher était l'un de ses restaurants favoris, plus exactement un restaurant chinois, où il allait au moins une fois par semaine. J'aurais pu bien sûr entrer dans le restaurant, empoisonner son poisson, sans mauvais jeu de mots,
et repartirent comme si cela n'était pas arrivé. Mais, je vous l'ai dit plus tôt, j'aime faire preuve d'originalité. J'ai eu la chance que ce restaurant ait quelque chose de particularité. Connaissez-vous le poisson globe? Ce poisson dont la chair est extrêmement délicieuse, mais aussi extrêmement mortelle. Il existe très peu de chefs dans le monde qui sont capables de le cuisiner, sans que cela ne court aucun risque. Et apparemment, par chance pour moi, l'un d'entre eux se trouve dans ce restaurant. Ma cible adore ce poisson. Je me suis donc arrangé pour essayer d'être recruté pour la soirée, avec quelques aides ici et là de la part de mes amis. Le restaurant avait besoin d'un intérimaire ce jour-là, et je vous laisse deviner qui a été choisi. Le reste a été très simple. J'ai tout simplement attendu que ma cible entre dans le restaurant et commande son assiette préférée de sushi. J'ai attendu que le chef travaille sur sa préparation, puis j'ai créé une petite diversion, en lâchant simplement un rat dans la cuisine. Vous n'imaginez pas à quel point les restaurateurs peuvent avoir peur que le bruit s'écourte qu'un rat se promène dans leur cuisine. Vous avez déjà vu le film Ratatouille? Cela est vrai, voire même encore pire. Une petite manipulation quasiment invisible, et le poisson globe était complètement foutu. Par chance pour moi, le chef ne s'en est pas rendu compte. Puis j'ai tout simplement apporté l'assiette de sushi mortel à ma cible. Celui-ci est mort quelques instants plus tard. Et je vous laisse deviner bien sûr qui a porté le chapeau dans cette histoire. Pour quitter mon poste, cela a été très facile. Vous imaginez bien qu'un restaurant dont le grand chef est accusé de crime ne reste pas ouvert le lendemain. Sans éveiller le moindre soupçon, j'ai pu quitter mon poste et retourner à ma vie d'assassin professionnel. Je viens à l'instant de recevoir le virement de mon client. Une très belle somme, je l'avoue. Mais je ne vous mentirai pas que le fait qu'il m'ait vu me gêne énormément. J'aurais pu tout simplement le laisser partir et faire comme s'il n'avait rien vu. Mais j'ai préféré être généreux. Après tout, il faut avoir un grand cœur dans ce métier. Les gens nous imaginent si cruels. Alors avant de partir, je lui ai tendu un petit sac et je lui ai dit « Tenez très cher, un petit assortiment de sushis de luxe. Cadeau de la maison, régalez-vous. » Un jeune couple décidèrent d'aller passer une soirée chez leur ami, qui leur avait plusieurs fois proposé, mais ils avaient toujours eu une excuse pour ne pas y aller. Pas qu'il ne l'aime pas, bien sûr, mais il a souvent tendance à être un peu lourd, avec plusieurs blagues nulles, et sa consommation d'alcool un petit peu trop excessive, et qui le pousse souvent à se ridiculiser tout seul. Mais à court de sujets, ils décidèrent quand même d'y aller. Le couple fut agréablement reçu, et à leur grande surprise, la soirée se passa à merveille. À aucun moment il ne sorta une blague lourde. Il ne but qu'un seul verre à l'apéro, et 2 autres au repas. Le couple se demanda même alors si finalement cette personne était capable de bien se tenir. Mais alors pourquoi aimait-il autant se rendre ridicule en public, alors qu'en privé, c'est quelqu'un de si distingué? Sans lui poser la question, la soirée se continua à merveille. Mais accidentellement, l'un des jeunes tourtereaux fit tomber son verre de vin sur le sol. Instantanément, le rumba de leur ami fit son travail et se lança à l'assaut de la tâche afin de faire de son mieux. Celui-ci ne passa que brièvement dessus, mais ce modèle très intelligent proposa à son maître une façon de la nettoyer. Il lui dit « Je vous propose un produit afin de faire disparaître cette trace rouge, comme vous avez fait disparaître les traces de sang du couple de la semaine dernière. » Intrigué de cette révélation, le jeune homme explosa de rire, en faisant semblant que le rumba était tout simplement défectueux, ou qu'il l'avait sûrement laissé devant une série policière. Mais ils remarquèrent bien que cela était un rire nerveux. Une chose était sûre, il avait toujours eu beaucoup de mal à mentir. Juste avant de repartir, le rumba dit de nouveau à voix haute « Maintenant je retourne au dressing. Après tout, si personne ne nettoie ces traces de sang au fur et à mesure, elles ne disparaîtront jamais. » L'hôte, énervé de son appareil, se leva et mit un énorme coup de pied dedans, afin de le faire taire. Mais pour une raison qu'il ne pouvait pas expliquer, le jeune couple sentit comme un énorme malaise, et décidèrent de mettre fin à leur soirée. Ils trouvèrent simplement une excuse. Il ne fallait pas rentrer trop tard, de peur que leur chat s'enfuit, et qu'ils n'arrivent pas à le retrouver.
Bien sûr, l'hôte de la soirée insista pour qu'il reste, mais devant son insistance, un peu forcée, le couple prit littéralement ses jambes à son cou et foncèrent directement au commissariat le plus proche. Bien sûr, leurs aveux étaient un peu flous, car tout ce qu'ils avaient à dire était uniquement que leur hôte était un peu trop insistant et que le Roomba ne disait que des conneries. Mais par acquis de conscience, et surtout parce que le nombre de disparitions avait beaucoup augmenté dans le coin, la police décida de quand même faire un petit tour. Mais une fois arrivé sur place, l'homme avait tout simplement disparu. Quand la police entrèrent chez lui, ils trouvèrent effectivement plusieurs corps dans le dressing. Plusieurs collègues à lui, qui étaient soi-disant partis en vacances et que plus personne n'avait revu depuis. La technologie de nos jours peut sauver bien des gens de façon qu'on ne s'attend pas du tout. Alors si vous aussi, un soir, vous allez en soirée, soyez curieux et faites attention au Roomba, car on ne sait jamais, ces nouvelles machines parlantes seraient capables de vous révéler bien des secrets horribles.